Bienvenue donc dans ce live, mais ce n'est pas vraiment un live, c'est une masterclass organisée par Innovating Teachers Academy. Je m'appelle Dounia Chamberlain, je suis enseignante et je suis aussi fondatrice de INTA, donc Innovating Teachers Academy. J'ai créé cette plateforme d'une simple idée. Les enseignants s'épanouissent quand ils sont connectés, quand ils sont soutenus et quand ils sont inspirés les uns par les autres. Maintenant que vous êtes membre de INTA, vous allez pouvoir trouver différentes choses sur la plateforme. D'abord, vous avez une communauté bienveillante et inspirante. Vous avez bien sûr des formations donc, qui sont créées par des enseignants pour des enseignants et ces formations sont sur les vrais défis de classe. Et si vous avez par hasard un défi que vous aimeriez bien qu'on regarde un petit peu plus en détail, vous pouvez simplement m'écrire et puis demander et puis on vous trouvera des formations là-dessus. Vous avez Alors, aussi des... il y a déjà Pardon? une question dans le chat à laquelle on répondra effectivement pendant la séance. Tout à fait. Nous avons des groupes de discussion. Donc, on a un groupe de discussion francophone et un groupe de discussion anglophone. Et donc, je vous enverrai une invitation demain pour ce groupe. Comme ça, vous pouvez venir joindre. Et là, c'est vraiment un endroit pour vous pour trouver du soutien, pour poser des questions, pour peut-être même échanger avec d'autres personnes. Donc, je vous... Il y a accès. Ouais. Pardon? Bon, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout de suite le relais. Comme ça, si jamais Dunia, c'est OK, Dounia? ta connexion est instable en fait, ça coupe. Ah mince, ah mince. Eh ben, ça va mieux maintenant? Oui, là, c'est bon. Voilà, d'accord. Ah, oh là là, Voilà. d'accord. Donc oui, vous pouvez aller sur les groupes de discussion pour pouvoir poser des questions et rencontrer d'autres personnes qui enseignent la même Pas chose que vous. nous embêter. Alors, on va partager directement un petit PowerPoint qu'on a préparé pour vous, un petit diaporama. Hop, à partir de la diapositive actuelle. Voilà. Alors, ce soir, donc, bienvenue à tous ceux qui sont là. Vous êtes dans une masterclass, comme disait Dounia, sur prendre soin des enseignants pour eux-mêmes et aussi, évidemment, parce que des enseignants qui vont bien, ça va permettre aussi aux enfants et aux élèves d'aller bien. Donc, le but ce soir, c'est de faire vraiment une masterclass, mais aussi après, bien sûr, de vous expliquer comment aller plus loin. Alors ce soir, avec Julie, qui va se présenter dans quelques instants avec moi, on a vraiment voulu insister sur comment enseigner avec engagement, en conservant du sens, parce qu'on se rend compte que c'est souvent une problématique, il y a souvent une problématique de perte de sens chez les enseignants à certains moments, et une problématique d'épuisement. Donc le but, c'est de pouvoir continuer à être engagé, mais sans s'épuiser. Alors, première petite question. Qu'est-ce qui vous embête maintenant? Qu'est-ce qui vous vide? Qu'est-ce qui vous épuise en ce moment dans votre pratique professionnelle? Déjà, est-ce que vous êtes capable même d'évaluer votre niveau d'énergie et d'identifier ce qui est source de perte d'énergie, ce qui est source qui vous, en anglais, on va dire ce qui vous draine, en fait. Voilà, ça va être très important de pouvoir l'identifier pour pouvoir après y parer. Alors, à la fin de ce live, vous allez avoir déjà deux choses. Première chose, c'est que vous allez avoir gagné en clarté. Parce que si vous êtes là, peut-être que vous avez une sorte de petit caillou dans votre chaussure quand vous êtes enseignant. Et c'est bien de pouvoir enlever ce caillou dans cette chaussure qui vous empêche d'avancer dans votre métier sereinement. Et puis, vous aurez gagné un petit temps de respiration puisqu'on va faire de la pratique pour que vous puissiez reprendre un peu votre souffle. Moi, j'avais tendance à dire, et on va se présenter dans la foulée juste après, qu'en tant qu'enseignant, souvent, on est un peu en apnée d'une période à une autre, d'une période de vacances à une autre période de vacances. Le but, c'est aussi de trouver comment prendre des moments de respiration dans ce temps-là. Et le deuxième résultat, c'est que vous allez avoir des cadeaux. Et dans ces cadeaux, eh bien, vous allez pouvoir avoir des outils à pratiquer même chez vous après pour être de plus en plus autonome dans la prise en charge de votre bien-être.
Alors, qui en est? Julie, vas-y, je te laisse présenter. Donc bonsoir à tous. Je m'appelle Julie Mialon, donc moi je ne suis pas du tout du milieu enseignant. J'ai un brevet d'état d'éducatrice sportive à l'origine et j'ai été directrice de centre aquatique en Île-de-France. Donc j'étais manager et il y a 7 ans de ça, suite à un énorme épuisement psychologique lié au milieu du travail, j'ai fait une reconversion professionnelle et aujourd'hui j'exerce en cabinet libéral. Je suis sophrologue, psychopédagogue, donc je suis spécialisée dans les apprentissages, comment apprendre à apprendre. Je suis également formatrice pour des centres, aide-moi Muriel. Centre de formation d'enseignants. Voilà, dans le milieu catholique, et je suis coach en Ikigai et c'est aujourd'hui avec cette casquette-là que j'ai monté la formation avec Muriel. Exactement. Alors, moi, je suis une ancienne enseignante. J'ai travaillé quand même pendant 20 ans en tant qu'enseignante dans le primaire, y compris et en particulier beaucoup dans l'enseignement spécialisé. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J'ai été aussi prof de langue, formatrice d'enseignants, formatrice en langue. Aujourd'hui, je suis coordinatrice pédagogique et en même temps, j'ai comme Julie aussi une activité de développement personnel. Alors, ça peut paraître bizarre, mais en réalité, apprendre et apprendre sur soi, ça coïncide vraiment bien. Et avoir une approche pédagogique dans des accompagnements de développement personnel, c'est vraiment extrêmement utile. Et alors, j'anime aussi un groupe Facebook de profs que j'ai créé au moment où je me questionnais sur, je suis prof depuis un certain nombre d'années, comment est-ce que je retrouve un second souffle? Est-ce que j'arrive à retrouver un second souffle en restant prof, en restant à l'éducation nationale, ou en cumulant avec une autre activité, ou en démissionnant? Donc, j'ai créé ce groupe et du coup, j'ai 7500 profs qui, a priori, viennent chercher des idées, des réponses à des questionnements, des témoignages de parcours différents. Parce qu'effectivement, moi, j'ai entre autres donc, démissionné de l'éducation nationale et ça ne m'empêche pas de rester dans le milieu de l'enseignement, mais simplement dans un cadre différent. Voilà. Alors, Juju. Ouais. Juju et moi, c'est une belle rencontre. On s'est rencontrés donc dans le cadre d'un centre de formation pour adultes. Et on vous parle tout de suite de notre formation, enfin de la formation qu'on propose, parce que vous allez comprendre du coup comment s'articule notre présentation aussi d'aujourd'hui. Alors Julie, vas-y. Donc, en fait, cette formation, elle est asynchrone. On a vraiment décidé de vraiment mêler nos compétences parce que la formation qu'on avait animée ensemble sur le bien-être des enseignants, elle avait vraiment matché. On avait eu des retours assez époustouflants et donc on s'est dit, mais pourquoi pas aller plus loin. Dans le premier module qu'on vous propose, donc c'est moi qui l'ai monté autour de l'ikigai. Je vous présenterai un petit peu plus tard dans la vidéo ce qu'est l'ikigai. C'est vraiment un art de vivre qui vient de la culture japonaise. Et cet ikigai, j'ai décidé de vraiment le tourner autour des enseignants, autour de votre pratique de professionnel d'enseignant, pour pouvoir redonner du sens à votre métier. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on s'est rendu compte, nous, sur le terrain, c'est qu'il y a énormément d'enseignants où, en fait, la mission de vie, la passion, le pourquoi je fais ça, il a été ancré totalement au départ. Et aujourd'hui, avec l'évolution de la société, avec les difficultés rencontrées de par les enfants face à qui vous êtes confrontés, la parentalité aussi qui évolue énormément et qui peut générer des sources de stress ou de conflits, et également le management. Enfin, en fait, c'est toute cette sphère autour de vous qui crée un mal-être et qui peut nous faire oublier le pourquoi, qu'est-ce qui fait que je suis là, qui je suis, quelles sont mes forces, comment est-ce que je peux me servir de la personne que je suis pour me sentir bien tous les jours dans ce que je fais. Et donc l'ikigai, c'est vraiment ça, c'est se remettre au centre pour partir de soi et trouver cet équilibre d'épanouissement personnel. Donc Julie, dans la formation, elle propose vraiment un module d'introspection en profondeur. Alors moi, je peux vous dire, parce que j'ai suivi son module, parce que j'aime bien toujours tester ce qu'on propose.
Et clairement, c'est formidable parce que ça m'a montré que tout le parcours de reconversion professionnelle que j'avais fait me permettait d'être vraiment à l'endroit qui était juste pour moi. Donc c'est vraiment chouette. C'est vraiment un parcours d'introspection très en profondeur. Moi, de l'autre côté, c'est le module 2. Ça va être plutôt des petits outils pratiques pour vraiment apprendre à gérer vos émotions, à gérer vos interactions correctement, parce que bien souvent, il y a des choses qui vont déraper parce qu'on n'arrive pas à bien gérer ses propres émotions, à pas non plus à bien gérer les interactions. C'est avoir vraiment des outils prêts à l'emploi pour vous et aussi avec une déclinaison quand même pour vos élèves. Pourquoi une déclinaison pour vos élèves? Mais en fait, plus vous allez pratiquer ces outils-là pour vous-même et les faire appliquer, et plus ils vont porter leurs fruits pour vous-même et pour les élèves que vous avez en responsabilité. Alors vas-y, tu parles un petit peu du format, Juju? Alors, le format, en fait, on a enregistré des capsules vidéo. Donc, moi, par exemple, pour mon module, chaque partie de l'ikigai, il y a des travails de capsules. Et puis, j'ai un livret pédagogique dont je vous parlerai un petit peu plus loin. Step by step, étape par étape, vraiment, c'est un déroulé où vous pouvez pas vous perdre, vous ne pouvez pas, vous avez juste à suivre le déroulé que je vous propose pour arriver au fur et à mesure à construire votre ikigai et à venir poser les mots les plus précis sur cet équilibre, autant perso que pro, hein, parce que l'équilibre dans la vie, c'est le tout. Si on est trop dans un domaine, eh ben, ça crée un déséquilibre, donc c'est pas bon pour notre écosystème et notre écologie. Exactement. Et alors donc effectivement, globalement dans les deux parties, hein, que ce soit dans le module d'introspection ou dans le module outils, il y a toujours à la fois des vidéos et des documents à regarder parce qu'on n'est pas tous, on n'a pas tous envie forcément de la même interface. Et puis les interfaces se complètent l'une l'autre. Et souvent on a envie de revenir peut-être parfois plus à une vidéo, peut-être parfois plus à un document écrit. Donc voilà, on a proposé les deux. Et Et le but, chacun c'est a son vraiment rythme. C'est ça exact. l'intérêt aussi de ces formations, c'est que chacun le fait à son rythme en fonction du temps qu'il a à disposition. Et en plus, on peut le refaire. Alors ça, moi, je le dis toujours parce que souvent, quand on refait les mêmes exercices, les mêmes pratiques, la même introspection, 6 mois, un an après, on peut se rendre compte du parcours qu'on a déjà fait, de ce qui reste encore éventuellement à parcourir, et on découvre toujours de nouvelles choses. L'ikigai, moi, je l'avais déjà fait il y a quelques années. Là, c'était un ikigai plus spécialisé enseignement, et en plus, j'étais dans un autre environnement professionnel, et ben j'ai appris de nouvelles choses, j'ai découvert de nouvelles choses et je me rends compte du cheminement que j'ai fait. Donc ces outils, ils sont utiles et on peut les réutiliser encore et encore et encore. Et par pitié, un outil, c'est comme un peu vos cours aussi souvent quand vous êtes prof, c'est pas en général à la première présentation que ça porte tous ses fruits, c'est aussi justement plus on pratique, plus ça fonctionne. Et ce qui est génial avec l'ikigai, c'est qu'il évolue avec vous. Il n'est pas figé dans le temps. Exactement. Alors, n'hésitez pas à utiliser le chat. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait une enseignante qui avait déjà mis un petit message et on va aborder sûrement ce sujet-là. Surtout que, alors, aujourd'hui, il y a des élèves à besoins éducatifs particuliers dans toutes les classes. Mais moi qui ai été élève d'Ulysse et de SECPA, mais surtout beaucoup en Ulysse, j'avais envie de transmettre le message suivant. C'était ce qu'on sait faire pour les enfants à besoins éducatifs particuliers, ça va servir aussi aux autres. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une nouvelle conception de l'apprentissage qu'on appelle la conception universelle des apprentissages, qui est on rend tout accessible à tout le monde, et on verra comment, plutôt que d'essayer de faire des adaptations complexes, euh, spécifiques à certains, on va essayer de rendre déjà 80% des cours accessibles à tout le monde. Et finalement, à mieux préparer en amont, on voit moins s'épuiser à essayer de calfeutrer des brèches. Voilà. Donc, utilisez le chat, on sera là, on essaiera de répondre au mieux à vos questions. Donc, état des lieux, Juju. Donc aujourd'hui, la première question, Muriel l'a un peu posée, on a déjà eu des réponses dans le chat sur qu'est-ce qui m'épuise aujourd'hui.
Et ça, c'est autant dans le milieu professionnel qu'aussi dans le milieu personnel. C'est se demander en fait quelles sont les sources de charge mentale et qu'est-ce qui me fait ruminer en fait. C'est quoi les choses sur lesquelles je vais revenir. J'ai l'impression qu'en fait il n'y a aucune solution. Je vais avoir une sensation de totalement baisser les bras, ou je vais aussi rejeter la faute sur les autres ou sur un système. Et du coup, bah, en étant dans ces réflexions-là, ou sans se les poser, en fait, et ben, on va pas aller chercher les solutions dont on a besoin. C'est aussi un peu, si vous voulez, le truc, je sais pas, que si vous êtes, par exemple, au volant de votre voiture et d'avoir des pensées qui tournent en boucle en permanence et qui, en fait, vous empêchent d'avoir l'esprit clair et libre pour éventuellement réorienter un certain nombre de choses. Donc, qu'est-ce qui vous encombre et qu'est-ce qui vous draine, qui vous épuise? Alors, qu'est-ce qu'il y a comme réponse dans le chat, Juju? Alors déjà, il y a Alex qui nous parle du comportement des élèves, des enfants qui ne s'arrêtent jamais, notamment au niveau du bruit, se jeter les uns sur les autres. Donc je pense que c'est la manière de d'interagir entre eux, et puis aussi ces comportements-là qui vont empêcher les autres élèves de suivre correctement les cours ou l'enseignement ou les objectifs pédagogiques visés. Donc ça, c'est une première chose. Il y a Natacha qui nous parle aussi de capter l'attention des élèves en classe lors des séances collectives, éviter les bavardages, en même temps que quel qui peut donner les informations. Et puis, il y a Mélanie qui nous parle des besoins des différents profils d'élèves, euh, tout en limitant la surcharge mentale. Ok, donc ça, j'avais déjà un tout petit peu répondu avec l'histoire de la conception universelle des apprentissages, mais on va y revenir et on va voir surtout comment ce qu'on propose ici et ce qu'on propose ici aussi dans la formation peut aider à mieux gérer les choses et à mieux vivre les choses. Parce qu'il y a trouver les solutions et il y a aussi comment est-ce qu'on vit les situations. Et comment on vit les situations, ça va faire partie déjà de la solution. Clémentine, elle évoque aussi le bruit, euh, euh, la valeur travail, les élèves on a l'impression qu'ils travaillent de moins en moins. L'effort, hein, je pense que ça, je pense que c'est sociétal aussi, donc ils le reflètent très bien eux aussi dans leur système. Le manque de respect collectif, et elle parle, elle, du fait qu'elle est prof d'allemand et du coup qu'il faut constamment faire la promotion de la langue pour faire en sorte qu'elle reste bien vue de tout le monde. Donc c'est très intéressant hein, au niveau des valeurs, Muriel. Euh, Ce que ça vient toucher chez moi aussi, et puis d'une manière sociétale, ce qu'on attend, ou les dogmes, ou les biais cognitifs, ou les biais de négativité qu'il peut y avoir sur certaines choses. Alors, je dis pas que ni aujourd'hui ni dans notre formation, on va vous donner tous les outils et ceux qui vont fonctionner dans toutes les situations. Par contre, on va surtout, je pense, donner des outils sur comment se sentir pour pouvoir aborder toutes ces situations-là. On n'a pas de baguette magique pour faire que les enfants soient hyper sages. Il y a des programmes, il y a ce qu'on appelle le programme Atoll, il y a plein de choses qui permettent d'améliorer l'attention. Mais on va voir que surtout ce qui compte, ça va être comment vous gérez votre votre propre posture et vos propres émotions par rapport à une situation. Alors, je vais quand même vous faire sourire un petit peu parce que moi, j'ai été pendant longtemps donc, dans l'enseignement spécialisé hein, en SECPA et en ULIS. Puis, après, ensuite, j'ai quitté l'éducation nationale et je suis retournée en classe en tant qu'intervenante. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est pas possible. Ils sont tous ULIS maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient tous TDAH, ils avaient tous quelque chose. Et donc, effectivement, il y a une évolution, à la fois une évolution du comportement des enfants, une évolution du comportement de la société, une évolution du fonctionnement de l'institution, une évolution du nombre de diagnostics qui n'étaient pas forcément faits avant et qui sont faits maintenant. On peut en penser ce qu'on veut, voilà, mais bon. Et en tout cas, il y a effectivement des situations qui sont challengeantes pour les profs et le but, c'est que vous les viviez le mieux possible. D'accord? Voilà.
Et puis il y a quelque chose d'essentiel, c'est plus je comprends ce que ça vient réveiller à l'intérieur de moi, les valeurs que ça vient toucher, cette sensation de ne rien maîtriser, et plus on va poser des mots, et plus on va appréhender les choses différemment, et puis plus on est tourné sur nous, sur notre manière de fonctionner, et plus on va accepter l'autre, et on va se poser les questions de comment l'autre fonctionne, et c'est là où on arrive aussi à avoir des vrais résultats sur certains fonctionnements, notamment neuroatypiques. Ça veut dire gagner en disponibilité à l'intérieur de soi pour pouvoir accueillir les enfants qu'on a en responsabilité. Alors, on va vous faire très peu d'apports dits théoriques ce soir, mais ça me paraissait quand même important de vous montrer ça. C'est ce qu'on appelle la pyramide des besoins. Et normalement, il faut que nos besoins ils soient quand même globalement à peu près couverts et comblés. Et ça va être à nous de voir comment on va pouvoir les couvrir et les combler. Donc, les besoins de base, qu'on appelle les besoins physiologiques. Il se trouve que les besoins des enseignants qui sont à droite, c'est oui, ok, en général, globalement, on a à peu près une sécurité de l'emploi, donc on a à peu près un toit. Mais en général, on vit des journées chaotiques, on est en apnée du matin jusqu'au soir, on n'a même pas en général le temps d'aller aux toilettes, ou en tout cas pas au moment où on aurait besoin. Donc nos besoins physiologiques, ils sont parfois un peu malmenés. Donc ça peut être intéressant de réfléchir, de se dire, ok, comment est-ce que je peux faire pour essayer de prendre soin de mes besoins physiologiques. Et ça, on va voir ça la slide d'après. Besoin de sécurité. En général, globalement, on a un salaire, donc voilà. En revanche, il y a des injonctions contradictoires qui nous font parfois devenir chèvres et où on en perd notre sentiment de sécurité. On dit, on sait même plus sur quel pied danser. On se retrouve par exemple aussi avec des enfants qui sont tellement challengeants, avec des enfants qui peut-être selon nous devraient être dans d'autres structures et qui du coup nous mettent en insécurité, nous renvoient notre posture de prof qui tout d'un coup perd un peu pied et ça nous chahute pas mal. Après, on a le besoin d'appartenance. Quand on est prof, on est dans une communauté éducative. Cette communauté éducative, elle a beaucoup évolué. La parentalité a évolué. Le fonctionnement de l'institution a évolué. C'est parfois de plus en plus tendu. Les mutations, c'est compliqué. On a parfois des manques de personnel. Donc tout ça, ça va jouer et ça va souvent nuire à ce sentiment d'appartenance dont on a tellement besoin. Un besoin d'estime et de reconnaissance. Alors là, on vit en général en tant que prof beaucoup d'attaques, très peu de valorisation, voire beaucoup de dévalorisation. Là, j'ai une petite pensée pour un ex-collègue qui est en difficulté par rapport à l'institution qui se retourne contre lui. Donc voilà, on est victime d'attaques, y compris parfois juridiques et au pénal. Donc ça peut être extrêmement, extrêmement violent. Et donc ce besoin d'estime et de reconnaissance, bah, il va falloir réfléchir à comment on peut le nourrir quand même. Et puis, on a un besoin d'accomplissement, de créer, de montrer qu'on est autonome et tout ça. Et malheureusement, bah, parfois, on peut, d'ailleurs, c'est pour ça que les profs se battent souvent pour leur liberté pédagogique, parce que si on est dans un truc très contraint avec des programmes qui vous disent exactement comment procéder, avec des manuels qui vous sont imposés, avec des choses comme ça, mais en fait, c'est difficile de nourrir ce besoin d'accomplissement. Donc voilà, j'avais vraiment besoin qu'on fasse un petit peu cet état des lieux parce que je pense qu'il fait partie de l'explication de pourquoi il y a aussi un sentiment de mal-être ou de décalage parce que ces besoins fondamentaux, ils sont pas toujours nourris. Alors déjà, est-ce que vous avez des questions sur ça? Et est-ce que vous avez des idées pour savoir comment nourrir vos besoins? Ah, dans le chat, est-ce qu'il y a des petites choses qui arrivent? Donc je dirais qu'il y a Alex qui a dit tout à l'heure que dans l'insécurité, il y avait les parents parfois qui ne travaillent pas avec nous, mais contre nous. Donc je pense qu'on peut retourner, ça peut être une réponse pour venir nourrir le besoin de sécurité, c'est créer ce partenariat entre école-famille. Alors, je dis pas que c'est facile tous les jours. Là-dessus, c'est pas pour tirer la couverture à moi, mais bon, voilà. Quand on travaille, par exemple, avec des parents dont les enfants sont en situation de handicap, je peux vous dire qu'on renvoie tous les jours aux parents un écart entre leur enfant et l'enfant qu'ils aimeraient bien éventuellement voir rentrer chez eux le soir. C'est quelque chose qui est délicat.
Bien sûr que il va falloir travailler avec ces parents-là d'une façon qui respecte aussi leurs propres besoins de sécurité en tant que parents et leurs propres besoins de reconnaissance, comme quoi ils sont pas forcément non plus des parents défaillants, déficients, voilà. Donc c'est des choses qui, parfois quand on se sent un peu attaqué, il faut aussi, et ça fait partie, je pense, du travail, se demander quelle part je mets aussi là-dedans. Et je dis pas qu'il faut se flageller, je dis que par contre, on a parfois une partie des clés et parfois en infléchissant un petit peu la part qu'on met dedans, eh ben on se rend compte qu'il y a tout d'un coup un grand changement. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut prendre soin de ses besoins physiologiques? Moi, je vous dis tout de suite, tous les midis, je faisais 20 minutes de méditation dans la salle des profs. Très, très important pour moi. Je n'arrivais pas à être disponible pour mes élèves l'après-midi. J'avais, sur 12 élèves, j'en avais 6 qui étaient autistes et qui criaient, qui sautaient et tout ça. J'avais des acouphènes tous les soirs en sortant de l'école. J'avais un besoin fondamental de faire ça. Donc, il y a plein de façons de prendre soin de ses besoins physiologiques. Et déjà, ça va être de les écouter. Est-ce qu'il y a des idées sur comment prendre soin de ses autres besoins? Alex note dans le chat, besoin physio, ce serait de pouvoir aller aux toilettes lorsqu'on en a besoin. Ouais. Alors, ça, c'est pas toujours possible. Donc, voilà, c'est un besoin que je connais bien. Bah, j'essayais du coup de profiter du moindre intercours, quitte à anticiper. Voilà. Et puis, alors, j'avais besoin de boire, mais j'essayais de réguler, de boire un peu plus sur la fin du cours que sur le début pour être un peu moins embêtée. Clémentine parle de faire du sport dans le besoin physiologique. Notamment, elle dit qu'en ce moment, elle est blessée et qu'elle est limitée et que c'est difficile pour elle, du coup, je pense, de venir nourrir ce besoin. Alors, moi, je pense que c'est super bien de nourrir nos propres besoins et de profiter de ça pour nourrir aussi les besoins des élèves. Parce que nous, on croit que notre journée, elle est difficile. La journée pour les élèves, elle est aussi hyper difficile. Et je me souviens du challenge de la reprise des cours après le premier confinement, où j'avais 12 élèves, dont 6 enfants autistes. J'en avais quand même encore 2 en visio. Et il fallait que je fasse tenir les élèves autistes assis à 1 mètre les uns des autres sans s'approcher les uns des autres. Et là, je me suis dit, mais ça ne va pas être possible, en fait. Et en plus, il y avait beaucoup de stress à gérer avec les masques et tout ça. Et en fait, j'ai introduit du yoga. Alors, j'avais adoré le nom, du yoga et du tai chi pour personnes autrement capables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, pendant la journée, on faisait des pauses yoga assis, des pauses tai chi assis, des massages assis. Et en fait, ça permettait de passer cette journée sans qu'ils se lèvent toutes les 2 secondes. Et en même temps, bah, ça contribuait à un mieux-être de chacun, y compris du mien. Et ça, franchement, c'est quelque chose qu'on peut faire. Même les pauses Pomodoro, quand on fait des séances de cours, prévoir des moments, un rythme qui va respecter des moments, qui va introduire des petits moments de pause et faire des pauses actives, et ben ça peut être quelque chose qui va aussi respecter vos besoins physiologiques à vous de prof. Voilà. Clémentine, elle parle qu'à un moment, elle mettait de la musique classique en début d'heure de cours. En fin de journée que les élèves aimaient bien, mais ils n'étaient pas plus concentrés après. Mais en même temps, j'ai envie de dire à Clémentine, s'ils n'étaient pas plus concentrés, peut-être que ce moment-là, c'était un vrai moment de pause, ou s'ils aimaient bien, bah, peut-être que ça peut venir nourrir ce besoin de calme, de temps un peu plus off, où on les met sur autre chose. Et bah, si ça n'a pas derrière l'effet sur la concentration escompté, en tout cas, ce moment-là qui est pris, qui dure peut-être même qu'une minute, et ben, il est pris en fait. Et il y a peut-être juste à lui rajouter quelque chose pour passer de un moment où on apaise quand même à une concentration. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer cette chose qui est peut-être quand même déjà très bénéfique, mais simplement juste trouver le petit maillon supplémentaire à rajouter pour obtenir cette partie de concentration derrière. Et Alex vient nous dire dans le chat que pour lui, il faut pas mettre tous les œufs dans le même panier, c'est-à-dire avoir d'autres cercles, d'autres activités que l'école. Et là, Alex, je te dis bravo parce que c'est exactement ça. Le premier module avec l'Ikigai, c'est exactement prendre conscience de ça.
Absolument. Absolument. Je pense que l'équilibre, en général, c'est plutôt signe, on est là pour faire courir un marathon, entre guillemets. On n'est pas là juste pour un sprint. Donc, il faut aussi pouvoir tenir Tenir. dans la durée. Et quand on doit tenir dans la durée, ben, il faut savoir aussi s'économiser. Il faut savoir gérer ses forces. Il faut savoir avoir des moments de ressourcement. Et on va voir que ça fait partie aussi des choses qu'on propose dans la formation. Voilà, alors je ne vais pas rester trop longtemps sur les besoins, mais j'avais vraiment envie que vous compreniez que parfois, quand on se sent pas bien, une question importante à se poser, c'est OK, là j'ai un truc qui va pas, c'est à quel niveau, lequel de mes besoins n'est pas nourri. Voilà. Et tiens, je vais vous faire sourire, parce que moi donc, j'ai quand même quitté l'éducation nationale parce que je n'y trouvais plus ou pas ma place en tant qu'être humain. Et à un moment, j'avais écrit à mon inspecteur que j'avais l'impression d'être le mauvais poisson. Et il m'a répondu qu'en fait, bah, j'étais pas le mauvais poisson, mais peut-être que j'étais juste pas dans le bon bocal pour moi et que j'avais peut-être besoin surtout d'être dans une rivière plutôt que d'être dans un bocal un peu fermé. Et je trouve ça génial parce qu'en fait, finalement, le sentiment d'appartenance, j'ai su le développer dans plein d'autres endroits et pas tellement à l'éducation nationale pour tout un tas de raisons dont j'ai aussi ma part de responsabilité. Et c'est OK. Voilà. Alors, les deux axes qu'on a voulu mettre en exergue ce soir et qui vont nous guider sur, à un moment, une petite pratique, ça va être la perte de sens. Julie, est-ce que tu vas embrayer là-dessus? La perte de sens, en fait, c'est d'oublier à l'origine pourquoi est-ce que j'ai choisi ce métier-là. Euh, dans dans la majorité des cas, vous êtes dans la transmission. Enfin, il y a quelque chose, il y a un public, j'aime transmettre quelque chose, j'aime apprendre. Il y a aussi, dans certains cas, une envie euh, d'améliorer le monde dans lequel on vit. Et pour De ça passe par contribuer. l'éducation, ça passe par les connaissances sur les conditions de certaines minorités aussi, leur donner accès aux études. Enfin voilà, il y a plein de raisons qui peuvent nous faire aller vers quelque chose. Et en fait, quand on est dans la difficulté, quand on est dans le dur, eh ben, on va venir perdre ce sens-là et s'épuiser et combattre contre quelque chose en plus souvent où on n'a pas la main. Parce que ça, on pourra jamais changer les autres, on pourra jamais changer le monde qui est autour de soi. On peut y contribuer, faire dans la philosophie de l'ikigai le Colline. colibri. Je viens faire ma part. Et en fait, ben, c'est aussi ça la difficulté, c'est aujourd'hui lâcher prise et surtout se fixer des limites. Tout à l'heure, quand on parlait de la charge mentale, là, il y a une discussion autour de la parentalité solo. Comment est-ce que, dans le chat, comment est-ce que je fixe des limites? Comment est-ce que je dis non à certaines choses pour me dire oui à moi? Et c'est un vrai défi parce que dans la société dans laquelle on vit, le jeu, eh ben, on est souvent jugé comme des personnes égoïstes, alors qu'en fait, on se déconnecte de ce jeu très tôt. Ne pleure pas, t'es pas triste, c'est pas grave. Et donc finalement, on vient nous couper de ce qu'on ressent profondément, qui fait qu'en fait, en grandissant, on va totalement se déconnecter du sens pour justement aller à la course à l'échalote de quelque chose dont on nous envoie inconsciemment depuis petit, la productivité, le rendement, le regard de l'autre, le jugement, qui vont faire qu'en fait, au final, je me perds et je sais plus qui je suis. Alors, on a mis quelques petits exemples de perte de sens, hein, une déconnexion entre les valeurs personnelles et les pratiques imposées. Et ça, on le trouve vraiment beaucoup dans l'éducation. L'impression de faire de la gestion plutôt que d'enseigner, des programmes qui sont perçus comme inadaptés, du manque de reconnaissance. Enfin, donc tout ça, ce sont des choses qui vont vous déconnecter du pourquoi vous avez choisi ce métier-là. Et on va voir que on va essayer d'un petit peu améliorer la situation. Et l'autre angle qui nous paraissait important, c'était l'épuisement. Et d'ailleurs, c'est arrivé assez rapidement dans le chat. Il y a quand même, c'est comme si on nous en demandait toujours plus.
toujours plus vite, toujours plus pour des enfants de plus en plus différents, dans des classes de plus en plus difficiles, euh, avec des injonctions qui viennent les unes après les autres, qui en plus parfois sont souvent contradictoires. Donc ce qui fait que il y a une vraie charge mentale permanente et une vraie fatigue émotionnelle et professionnelle qui s'installe. Voilà. Donc, déjà, est-ce que vous partagez un petit peu, ou est-ce que vous avez d'autres sources d'épuisement qui vous viennent en tête, ou d'autres manifestations de perte de sens qui vous viennent en tête? Ce serait quoi votre number one, quoi? Votre plus gros caillou dans votre chaussure? Le rocher dans votre chaussure? Fatigue émotionnelle. Fatigue émotionnelle. Ok. Ouais, Natacha dit, alors. il y a beaucoup de choses évoquées qui correspondent. Ouais. Alors, ça, c'est intéressant parce que je vois dans la fatigue émotionnelle, donc ça, c'est lié aussi à l'empathie et à la gestion des émotions des élèves. Alors, tout à l'heure, Julie, elle disait d'apprendre à dire non aux autres pour se dire oui à soi. Il faut faire très attention souvent quand on est enseignant. On a tendance à être dans une forme d'hyper-empathie, qu'on peut appeler aussi d'ailleurs de la sympathie, et d'être très affecté par les émotions des enfants. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être affecté, mais si on sent qu'on est comme une sorte d'éponge émotionnelle, il y a beaucoup de choses quand même en jeu dans des classes. Il y a des enfants qui vivent des situations très difficiles. Et si on prend tout sur soi, sans distance, sans outils pour essayer de faire la part des choses entre ses propres émotions et les émotions de l'autre, on peut être très facilement en fatigue émotionnelle dans ce métier-là. Dans tous les métiers de soins, d'ailleurs, dans tous les métiers où on prend soin des autres, on peut être très facilement embarqué dans un niveau d'empathie qui finalement n'est pas souhaitable pour soi, mais finalement n'est peut-être même pas non plus souhaitable pour la personne qu'on essaye d'aider de notre mieux. Voilà. Donc ça, Il y a une figure en psychologie que j'aime beaucoup. En fait, il y a une personne qui est dans un trou, qui vit une situation. Et en fait, vous êtes la personne qui est à la surface de ce trou. Et en fait, l'empathie, je vois la personne, je vais chercher une corde, je vais chercher une échelle et je la mets dans le trou, en fait, pour accompagner la personne, pour la faire sortir de ce trou. La sympathie, je vois la personne qui est dans le trou et en fait, et je je me dis, plonge ah le non, trou. mais faut que je l'aide, faut que je l'aide, faut que je l'aide et vous sautez dans le trou avec elle. Et en fait, vous vous retrouvez dans une situation qui ne vous appartient pas. Et dans cette situation-là, on est ce qu'on est, on peut pas être dans l'écoute empathique et dans l'écoute active parce qu'en fait, ça vient réveiller des choses chez nous. Et par exemple, nous, en tant que thérapeute, ça nous arrive parce qu'on a chacun notre histoire de vie. Et quand ça nous arrive, qu'est-ce qu'on fait? On fait des supervisions psy. Parce que si ça vient réveiller quelque chose en moi et qu'en fait c'est une partie de moi qui se met à parler et à répondre à mon patient qui est en face de moi, alors je suis plus dans mon rôle de thérapeute et du coup, je suis plus là pour aider l'autre, je viens réparer quelque chose à l'intérieur de moi. Et cette figure de trou là, c'est peut-être quelque chose qui peut vous aider pour vous demander est-ce que je suis vraiment dans l'empathie, c'est-à-dire je comprends ce que vit l'autre, je me mets à la place de ce qu'il est en train de vivre et je vais l'accompagner pour l'aider. Ou est-ce que je suis dans le trou avec lui et ça me rappelle quelque chose que je vis et finalement il pleure, il est triste et moi je pleure et je suis triste avec lui alors que c'est pas ma vie, c'est pas mon histoire en fait. Donc voilà. Ouais, ça c'est super. Alors, moi, je voulais vous proposer, si vous êtes d'accord, de faire une petite pratique là maintenant pour essayer justement de travailler un petit peu cette... Ah ben voilà, la caméra qui commence à faire des blagues. Cette perte de sens et cet épuisement des professeurs. Alors, je suis hypnothérapeute, je suis aussi coach certifié et je suis aussi ce qu'on appelle praticienne en EFT. Alors, ça n'a rien à voir avec de la magie, ça n'a rien à voir avec de la sorcellerie. C'est juste qu'en fait, on tapote des points d'acupuncture en même temps qu'on parle et ça apporte un dénouement de tout un tas de petites choses qui nous embêtent sans qu'on ait réussi forcément à mettre le doigt dessus. Alors, normalement, on fait plus souvent des pratiques individuelles ou quand on fait des pratiques collectives en présentiel, on peut aussi donner la parole aux uns et aux autres pour aller traiter chacun des aspects de chacune des personnes. Là, aujourd'hui, on va faire une pratique un petit peu allégée
parce que on est en distanciel, parce que tout le monde n'a pas sa caméra, parce qu'il y en a qui vont le faire en replay, et c'est OK. Je vous dis juste une chose, bon, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, bien sûr, hein, vous le faites si vous en avez envie. Moi, je vais te dire des choses, je vais proposer des choses. Vous pouvez très bien, vu que vous avez vos micros coupés, vous allez le faire en replay, changer ce que je dis pour que ça s'adapte exactement à ce qui vous traverse comme émotion, comme phrase, comme sensation. OK? Alors, je vais me lever à certains moments. Vous n'êtes pas obligé de vous lever. C'est juste pour que vous voyez les phrases où je vais tapoter. Donc, dans un premier temps, vous allez choisir, enfin, vous allez essayer de calibrer sur 10. Est-ce que vous vous sentez très épuisé? Si vous vous sentez très épuisé, vous êtes à 8 ou 9 sur 10. Si vous ne vous sentez pas trop épuisé, vous êtes à 2, 3, ça va, vous gérez plutôt bien, tout ça. Vous avez l'impression, en tout cas au moins, que vous le gérez bien et que ça ne vous impacte pas. Euh, Pareil sur le sentiment d'être aligné, d'avoir encore du sens. Si vous vous sentez très bien aligné, vous allez mettre faible. Si vous ne vous sentez plus du tout aligné, c'est la crise de l'alignement, vous mettez 9 sur 10. En fait, plus proche du 10, c'est la crise. Moi, des fois, j'ai des clients qui me disent, moi, je suis à 1000 sur 10. Ok, aucun problème. On a le droit d'être à 1000 sur 10. Il y en a qui, de temps en temps, traversent des moments difficiles. Voilà. Et vous allez essayer aussi de ressentir, parce que tout à l'heure, Julie en a parlé, on a tendance dans notre société à nier un peu nos émotions et nos sensations. Vous allez essayer de voir si ce qui domine, c'est plutôt de la fatigue avec l'épuisement, si c'est plutôt de la frustration ou de la tristesse avec la perte de sens ou du découragement. Vous allez essayer de voir à quel endroit du corps ça se situe. Où est-ce que vous ressentez ça? Est-ce que, Muriel, tu pourrais juste réexpliquer l'alignement? J'ai quelqu'un qui n'a pas très bien compris. Ben, être aligné, c'est être persuadé que on est au bon endroit, qu'on travaille dans quelque chose qui fait sens pour nous, que nos valeurs ne sont pas piétinées, c'est-à-dire que ce qui est important pour nous n'est pas compromis. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Je peux juste vous dire que quand on fait un travail où, par exemple, moi, voilà, j'ai vu passer de temps en temps des offres d'emploi où c'était d'aller faire du commercial pour aller récupérer des anciens joueurs compulsifs pour les ramener vers le jeu compulsif. Je vais vous dire un truc, c'est que ça va pas convenir à tout le monde parce qu'il y en a, ça va heurter certaines de leurs valeurs humaines. Si vous voulez aller faire ça simplement pour gagner de l'argent, mais que tous les jours vous vous dites, je suis vraiment une sale personne d'emmener les gens là-dedans, faut pas le faire, quoi. Vous serez pas aligné. Ou même si je peux me permettre, Muriel, moi dans les formations que je fais d'enseignement pour les profs, des fois ils galèrent à avoir des formateurs et on me dit allez là j'ai personne, prends la formation parce que je l'ai vendue et en fait je me sens pas assez compétente et assez bien outillée pour et donc c'est pas je suis pas alignée avec ça, c'est pas OK pour moi et donc je le fais pas. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Oui. Apprendre à dire non, ça permet parfois de rester aligné plus facilement. Bon. Par exemple, ça va être aussi, effectivement, comme tu dis, même accepter une charge de travail supplémentaire. Et on s'en veut et on va, voilà. Et en fait, on n'est pas aligné avec nous-mêmes. On n'a pas su dire non aux autres pour se dire oui à soi-même. Ok. Alors, vous allez faire les mêmes gestes que moi. Ça paraît bizarre hein, au départ, mais c'est pas grave, je vous promets, ça se passe bien après. Et vous répétez à voix haute chez vous, c'est mieux à voix haute, les choses en changeant les phrases. Ok? Même si je me sens épuisée avec tout ce qu'on me demande, j'accueille cette fatigue et j'ai beaucoup de compassion pour moi. Même si je ne vois plus le sens dans ce que je fais, je m'autorise à voir la lumière au bout du tunnel. Même si je me sens dépassée par la gestion de classe, je fais de mon mieux
Et je m'autorise à ce que mon mieux s'améliore tous les jours. Cette fatigue, je la ressens. Et là, vous dites où vous la ressentez dans votre corps? Je la ressens dans telle situation. Et vous listez toutes les situations de fatigue. Il y a des jours, j'ai l'impression que j'ai même plus de moteur, j'ai plus d'énergie pour faire les choses. Et pourtant, il faut bien que je tienne ma classe. Je sors de là, c'est horrible. Je n'ai même plus d'énergie après pour ma vie personnelle. Du coup, j'ai l'impression que je ne fais que travailler. Ça me déclenche même plein d'autres émotions, de la colère, de la frustration, je m'en veux, je suis agacée. Alors là, c'est en dessous. Je vis une perte de sens, mais incroyable. Moi, je voulais faire ce métier pour aider les enfants. Et au lieu de ça, on me colle des réunions. J'ai l'impression que j'ai pas les moyens pour faire mon boulot correctement. On m'en demande toujours plus. Je suis découragée. Je me sens parfois submergée. C'est lourd. Et c'est un métier qui demande d'être disponible pour les autres. J'ai l'impression que j'y arrive plus. Et pourtant, je vois pas trop comment me sortir de cette impasse. C'est sous les côtes, mais ma caméra fait des blagues. Ok, alors vous pouvez déjà respirer. Si vous avez un peu d'eau, vous pouvez boire, parce que c'est toujours bien de boire. Alors, quand on travaille en individuel, on peut réévaluer entre plusieurs rondes, ou on peut réévaluer sur 10 à la fin de tout le travail. Donc là, on va faire juste encore un petit peu, mais en fait, quand on travaille en EFT, et vous pouvez le faire même en autonomie, on va essayer d'aller travailler chacun des aspects. Donc, on va essayer d'aller travailler d'autres dimensions. Même si aujourd'hui, c'est vraiment difficile, je choisis de garder espoir pour que demain soit meilleur. Même si aujourd'hui, j'ai l'impression d'être comme une cocotte minute, je choisis de trouver le moyen de relâcher la pression. Même si aujourd'hui, je me sens complètement à plat et énervée à la fois, je choisis d'accueillir mes émotions par amour pour moi. Merci, Juju. Je sais que je ne peux pas continuer comme ça. Je sais que je ne peux pas tout changer. Je choisis de concentrer mon attention sur ce qui dépend de moi. Je trouve en moi comment relâcher un peu cette tension. Je trouve autour de moi des solutions. J'arrête d'être en apnée, je reprends ma respiration. Au lieu d'être dans «et si c'était pire», je regarde ce qui va bien. Je n'arrive pas à sauver tous les élèves, mais je fais déjà beaucoup. Je m'ouvre à plus de clarté et je m'autorise à me sentir un peu mieux
chaque jour et chaque instant. Alors, on va continuer. Je me reconnecte aux raisons profondes qui me font aimer l'acte d'enseigner. Je me reconnecte aux raisons profondes qui m'ont fait choisir cette voie professionnelle. J'avance un pas à la fois. Je choisis ce que je privilégie dans mon métier, ce à quoi j'accorde mon attention. Je me donne le droit de me préserver. Je me donne le droit de poser des limites. Je me donne le droit de dire non aux autres pour me dire oui à moi. Je peux accueillir le doute et l'imperfection sereinement. Petit à petit, je retrouve ce qui compte pour moi. Et vous respirez tranquillement. Ok, donc là, voilà. Quand on finit une séance de FT, après, voilà, on peut débriefer un petit peu ou pas, selon que l'on en a envie ou pas. Souvent, quand je suis en individuel, je demande aux gens de réévaluer les niveaux par rapport à ce qui était au départ. Parfois, si ça a changé un petit peu seulement, on retravaille ce qui reste. Et puis parfois, ben, les gens, en fait, ça m'est déjà arrivé, les gens, ils se retournent, ils cherchent dans le dos où était leur problème et en fait, ils ne le trouvent plus. Et ça, c'est fréquent. Donc, ça veut dire qu'avec des techniques comme ça, on peut arriver à un moment à s'alléger de ce qui nous encombrait. C'est vraiment des techniques que je ne peux que recommander. On apprend aux enfants à se laver les dents. Ben, ça, en fait, ça permet d'apprendre à se laver les émotions. Et ça, c'est quand même vraiment chouette aussi. Sachant que l'EFT aujourd'hui, hein, il y a des études neuroscientifiques dessus et que c'est une méthode qui est utilisée notamment dans les chocs post-traumatiques chez les anciens combattants. Donc c'est Exactement. une vraie technique aujourd'hui qui est prouvée neuroscientifiquement sur... il y en a peut-être qui m'ont vu bâiller. J'ai eu une journée émotionnellement très forte aujourd'hui. Et donc en fait, on vient apaiser tout le système nerveux parasympathique, on vient activer le système nerveux de la détente. Voilà. Ah bah, merci parce qu'en plus, tu introduis déjà un des sujets qui va être dans la formation. Donc, merci. Mais parce que je suis comme toi formée à l'EFT, Muriel, donc c'est une pratique qui me, qui me parle et que Et j'utilise avec les enfants des 3 ans. oui, parce qu'on peut tapoter soit sur les enfants, soit même sur des nounours. Exactement. J'ai un doudou zen avec des petits cœurs sur lui où on vient tapoter dessus. Et est-ce que tu es d'accord avec moi qu'on devrait enseigner ça aux enfants comme on leur enseigne à se laver les dents? Bien sûr, bien sûr. Ça devrait faire partie de l'hygiène émotionnelle pour aller bien simplement. Pour aller bien. Et nous, on a de la chance hein, parce que quand même, on fait des métiers où ce qu'on fait pratiquer aux autres, ça nous permet de nous sentir bien aussi. On a quand même vraiment beaucoup de chance. Alors, Juju, Oui, conte-nous un peu l'ikigai. donc, l'ikigai, je vous l'ai dit, c'est un art de vivre plutôt japonais. Le iki veut dire se sentir en vie, dans le sens être vivant, sentir l'énergie à l'intérieur de moi, mon cœur qui bat et chaque jour ce que je fais, en fait, je suis heureux de me lever le matin. Le gai, c'est ce qui vaut la peine d'être vécu, c'est ce qui me donne de la valeur et c'est ce qui me donne du sens. Donc, si on devait le résumer, cet ikigai, c'est vraiment le pourquoi je me lève, qu'est-ce qui vient donner du sens à ma vie. Mais c'est bien plus que ça, en fait. C'est vraiment, moi, c'est quelque chose, je suis quelqu'un, c'est tout ou rien. J'aime ou je déteste, c'est blanc ou noir, je fais ou j'y vais pas. Et donc, en fait, ça m'a vraiment aidé il y a Natacha qui parlait d'hypersensibilité, je crois, ou Clémentine, je sais plus. Ça m'a vraiment aidé à venir trouver cet équilibre et en fait aussi
à me trouver, à me choisir, à savoir ce qui me faisait envie et ce dont j'avais besoin dans ma vie pour être heureuse. Donc, c'est vraiment revenir et même, euh, enfin, il y a même des questions, c'est qu'est-ce que vous vouliez faire comme métier quand on construit l'ikigai quand tu as 8, 10 ans? Parce que déjà, à cette époque-là, tu es connecté à toi. Un enfant, il est connecté à lui. Il se pose pas la question de s'il a faim, il va chercher un truc, il va manger, il a soif, il se lève, il va boire. Il est connecté à ce qu'il aime, à ce qui lui fait du bien. Et c'est en grandissant où on vient de se déconnecter de ça. Donc, l'ikigai, c'est vraiment revenir à ça, me reconnecter à mon essentiel, à, à cette énergie vivante de mammifère que j'ai, où j'ai envie de croquer la vie, où j'ai envie de ressentir de la joie, de la partager, de me développer, de me relever de l'échec. Qu'est-ce qui fait qu'en grandissant, en fait, on vient perdre tout ça? Et donc, cet outil-là nous ramène à ça. Ah, tu viens de dire quelque chose de très intéressant sur relever de l'échec. Pourquoi je vais insister un peu là-dessus? J'ai vu, moi, quand même beaucoup d'enseignants, en particulier avec mes élèves d'Ulysse. Ça leur renvoyait une image d'eux, de professeurs incompétents. Parce que, pourquoi? Ils faisaient une leçon à mes élèves et le lendemain, tout était oublié. Et du coup, ils prenaient ça comme un échec. En réalité, un échec, c'est pas avoir comme une fatalité et c'est pas avoir comme quelque chose de négatif. C'est comment est-ce que ça va, comment est-ce qu'on est capable d'accueillir quelque chose qui n'a pas atteint l'objectif qu'on s'était fixé au départ pour pouvoir rebondir et aller adresser la situation autrement en fait. Et puis il y a Alex qui parlait tout à l'heure dans le chat, il disait tellement d'énergie pour si peu de résultats. Et je pense que voilà, il y a ce truc aussi de, en fait, j'ai une responsabilité de moyens. Et le résultat, ben, vous, dans l'éducation nationale, vous y êtes confrontés parce qu'il y a des systèmes de barème et il y a des systèmes d'objectifs et il y a ces espèces de normes-là, bref, dans lesquelles il faut rentrer. Mais il y a aussi ce truc que le résultat ne dépend pas que de moi. Donc, en fait, je peux pas vivre quelque chose en échec qui dépend de la manière dont la personne va avoir la perception de ce que je lui donne, de sa disponibilité aussi, parce qu'il y a des sujets qu'on va pas évoquer ce soir, mais il y a ce que vivent les enfants dans leur quotidien en dehors de l'école auquel vous n'avez pas accès et qui font qu'ils arrivent en cours le matin avec tout ce qu'ils ont vécu avant ou tout ce qu'ils peuvent vivre avant, qui fait que là-dessus, vous ne pourrez jamais avoir un impact. Donc, tout ça, c'est vraiment revenir à soi, c'est vraiment se reconnecter à soi pour pouvoir en fait changer une perception de quelque chose sur laquelle je peux maîtriser. Et on parlait tout à l'heure du lâcher prise. Le lâcher prise, c'est accepter que je ne peux pas contrôler ce qui n'est pas contrôlable en fait. Et du coup, en revenant sur moi, sur ce que j'aime, sur ce dont j'ai besoin, ça nous aide à faire ça. Donc, je te laisse passer Allez, ouais, voilà. Alors, l'ikigai, bon, il y en a peut-être qui ont déjà vu cette ce présentation. diagramme. Exactement. Donc diagramme de Vienne, il est de 2014. Dans la philosophie japonaise, je vous le dis, il n'existe pas. Ok? C'est une représentation Occidental. européenne. Et puis surtout, dans l'originel de l'ikigai, le cercle du bas, là, le troisième cercle, ce pourquoi tu es payé, n'existe pas. Parce qu'en fait, dans la culture japonaise, déjà, la retraite n'existe pas. Et en fait, c'est une manière de contribuer. Ce pourquoi je peux être payé, c'est en fait une mission. Je fais rentrer. L'argent, c'est un flux, ça rentre et ça sort en fait. Et c'est pas une fin en soi dans certaines ethnies. Nous, cet argent-là, il est important, il nous fait vivre, il montre une classe sociale. Et là-bas, c'est pas du tout le cas. Donc ça a été européanisé par le ce pourquoi je peux être payé. Avec les jeunes, parce que c'est quelque chose que je travaille aussi avec les lycéens et les collégiens, ce cercle-là, je le travaille aussi autour de l'orientation. L'ikigai, c'est un outil que j'utilise énormément avec eux aussi pour trouver une orientation et pas trouver un métier, parce que c'est qu'une manière d'accomplir son ikigai, mon métier. Vous voyez bien que là, le ce pourquoi je suis payé, c'est qu'un seul cercle. C'est pas le tout. Et donc, en fait, quand je travaille avec eux, on va se détacher de qu'est-ce que je veux faire plus tard et on va se demander qui je veux être plus tard. Quel adulte je veux être?
quel humain je veux être. Et donc, à travers ça, on va aller vers des métiers qui vont nous ressembler. Et peut-être même que le métier que je vais pratiquer, il n'existe pas. Peut-être que c'est moi qui vais le créer, en fait. Donc, on travaille avec ces cercles. Le premier cercle, c'est vraiment ce que j'aime. Qu'est-ce qui me fait vibrer? On appelle ça le flow. Qu'est-ce qui me fait perdre la notion du temps? Le deuxième cercle, ça va être le pourquoi je suis doué. Donc, on va parler des talents et des compétences. Le talent qui est inné et la compétence, les choses que je vais travailler pour m'améliorer. Le troisième cercle, il est à droite, c'est ce dont le monde a besoin. Alors, on est d'accord, le monde, il a besoin de personne pour tourner, hein. Par contre, selon moi, de quoi est-ce qu'il a besoin pour être meilleur, pour qu'on se sente bien, pour que notre société évolue dans le bon sens? Et là, on va faire un vrai travail de valeur. Et le dernier cercle, le ce pourquoi je peux être payé. Et donc là, on va se poser la question de comment est-ce que je peux gagner de l'argent pour être rémunéré, comment est-ce que je peux le faire. Et à partir de ces quatre cercles-là, on va venir travailler les intersections de chaque cercle en se posant la passion, la profession, les vocations, les missions. On va venir chercher des mots-clés qui vont se retrouver dans plusieurs cercles à travers tout un questionnement. Je vais vous accompagner pour construire ça pour revenir dans le centre. Et l'ikigai, en fait, ça peut être une phrase, ça peut être un mantra, ça peut être des mots-clés où chaque jour, je vais venir le nourrir. Et ce diagramme-là, il peut vous servir dans n'importe quel domaine de votre vie, c'est-à-dire que pour n'importe quel questionnement, n'importe quel choix assez important, on peut s'en référer pour savoir si on parlait d'alignement, si c'est aligné avec moi, si ça me correspond, si ça va venir nourrir une majorité de cercles ou si ça va venir créer un déséquilibre. Et je peux vous confirmer que quand on suit le processus de Julie, eh ben on voit effectivement, il y a cette phrase qui émerge sur l'ikigai, en fait, son propre ikigai, et on se dit, bah ok, là je suis alignée, ou peut-être que là, il faut peut-être justement que je pense à réorganiser un certain nombre de choses dans ma vie pour revenir à mon alignement. Parce qu'il y a des choses qui correspondent pas à cet ikigai qui représente qui je suis aujourd'hui ou qui je suis en train de devenir, en fait. Voilà. Donc, en tout cas, je peux vous dire, j'ai suivi son process et on était d'accord sur la phrase qui est sortie, que Julie m'a aidé à reformuler. Voilà. Bon, donc voilà, donc ça, c'est vraiment un travail d'introspection en profondeur et c'était important pour nous, parce qu'on fonctionne de temps en temps quand même en binôme, hein, que ce soit en présentiel auprès d'équipes d'enseignants dans des écoles lors de journées de formation ou là en distanciel et en formation asynchrone. C'était important pour nous je dirais, d'adresser les choses de deux façons différentes et complémentaires. Donc c'est pour ça que Julie, elle s'est vraiment centrée sur tout ce qui était introspection profonde et moi sur des choses plus, on va dire, plus boîte à outils un petit peu, boîte à outils émotionnelle pour soi, au service de son métier de prof. Aujourd'hui, la philosophie de l'ikigai, elle est beaucoup utilisée dans la réorientation professionnelle à travers les bilans de compétences. Moi, je peux vous dire que la majorité des personnes que j'accompagne, elles se reconvertissent pas. Par contre, elles démissionnent des boîtes dans lesquelles elles travaillent pour aller vers des sociétés qui leur correspondent plus, où j'ai des enseignants qui vont se poser la question de l'établissement dans lequel ils sont, ou de certains postes qu'ils utilisent, ou de certaines choses qu'ils aimeraient aimer différemment. Donc, ils vont prendre d'autres responsabilités, ils vont aller vers un autre public, ils vont faire d'autres choix professionnels pour venir nourrir ça, en fait. Et j'ai aussi, dans la parentalité, j'accompagne beaucoup de femmes qui sont dans des charges mentales très intenses. Et ben quand on travaille ça, et ben j'en ai quelques-unes et ben qui font des choix de vie radicales et qui peuvent stopper des relations ou se rendre compte que des choix de vie qu'elles ont faits ne sont plus du tout alignés avec ce dont elles ont besoin aujourd'hui. Donc je te laisse, je sais plus ce qu'on a mis derrière, Muriel. Et ben là, voilà, Le c'était contenu du encore. programme, voilà. Donc, en fait, vous voyez, c'est étape par étape. Donc,
Je vous fais une introduction sur l'ikigai, les fondamentaux, toutes les philosophies, parce que je vous l'ai dit, c'est une vraie philosophie de vie. Ce n'est pas qu'un simple outil. Enfin, moi, c'est vraiment quelque chose qui a transformé ma vie. C'est quelque chose que je nourris vraiment au quotidien. On travaille le premier cercle, ensuite, ce que j'aime, le deuxième cercle, le troisième et quatrième cercle qu'on emboîte, parce que travailler ses valeurs et ce dont le monde a besoin et comment je peux Contribuer. être rémunérée, et ben moi je les emboîte, ça a plus de sens pour moi. On vient travailler les 7 besoins de l'ikigai. Donc là, ça vient rejoindre le travail de Muriel sur les besoins fondamentaux. Ensuite, on vient construire le diagramme. Ok, bah c'est bien, j'ai répondu à tes questions, Julie. J'ai plein de mots, mais comment je fais pour me dépatouiller, pour retrouver ce truc et le travailler toute seule de mon côté? Donc, je vous invite, je vous guide là-dedans. Et puis ensuite, il y a une clôture. Et vous voyez à droite, vous avez un livret d'accompagnement. Il y a plus de 100 pages. Donc, franchement, vous avez juste à suivre. Le contenu, ceux qui veulent survoler, il y a des choses, et ben ça les intéresse pas, ils lisent pas. Ceux qui veulent aller beaucoup plus dans le détail, vous avez tout qui est détaillé dedans et vous avez différents exercices aussi pour que ça parle au plus grand nombre. Donc c'est pareil, vous pouvez tous les faire ou choisir ceux qui vous parlent le plus et voilà, c'est open. Super. Voilà, donc ça c'est l'objectif, hein, Voilà, le cœur. trouver son équilibre. J'espère que vous l'avez compris. Et derrière, hop. Alors, attends. Hop. Ouais, voilà, que ça devienne une transformation durable, c'est vraiment ça, ça c'est vraiment. Et en fait, c'est un cheminement, l'ikigai. C'est jamais fini. C'est-à-dire qu'en fait, on va le refaire plein de fois, l'ikigai. Oui, et puis c'est vraiment ça. En fait, c'est qu'est-ce que je veux? C'est bien d'avoir des prises de conscience, mais est-ce que je veux une vraie transformation? Est-ce que je veux vraiment mettre des choses en place, moi, sur lesquelles j'ai un pouvoir? Et est-ce que je veux que ça dure? Parce que vraiment, c'est quelque chose, moi, il y a des questions, il y a des choses, et pourtant, je le fais faire à mes clients, et ben, je repars dedans, même sur, par exemple, les forces de caractère, les valeurs. Alors, il n'y a pas des écarts de ouf, mais des fois, ça varie. Et il y a des moments dans notre vie où il y a une valeur qui vient, qui était, je sais pas, la cinquième valeur et elle passe la numéro un. Et ben par rapport à ça, ça va m'agacer sur certains sujets. Il y a certaines personnes qui vont me gonfler, je sais même pas pourquoi. Ben en fait, ça vient toucher tout ça et ça nous aide à apaiser et ça nous aide dans notre quotidien et dans notre relationnel aux autres aussi. Mm. Exactement. Alors, cette formation, elle est pour vous. Si vous aimez enseigner, mais vous vous sentez épuisé. Mais ça peut être aussi pour vous si à un moment vous avez envie de sortir de l'enseignement. C'est-à-dire que ça peut être retrouver du sens en restant prof, ça peut être retrouver du sens en diversifiant aussi vos centres d'intérêt, c'est entre votre métier et une autre activité bénévole ou rémunératrice. Ça peut être retrouver du sens en changeant de métier, mais comme tu dis, la plupart du temps, les enseignants, en fait, ils se réinventent à l'intérieur de leur profession souvent. Voilà. Et ça va être vraiment pour vous, si vous avez envie d'avoir aussi des outils concrets du quotidien. Donc ça, on va y passer parce que je vais vous les lister un petit peu. Et Est-ce que puis il y tu a peux quelque chose, c'est sans quitter votre métier parce qu'il y a quelque chose qu'on évoque peu. Mais tout à l'heure, Muriel, elle a parlé du besoin de sécurité. Il y a le fait que continuer? quand je suis enseignant, je suis fonctionnaire, j'ai un salaire fixe. J'ai quelque chose de très régulier dans ma vie. Et ça, il y a des personnes qui sont pas prêtes à le quitter. Et ça, Absolument. c'est totalement OK. Le tout, c'est qu'est-ce que je mets tout autour, en fait, pour que ce besoin-là qui soit nourri, eh ben, je me sens quand même bien dans mon quotidien et je subis pas tout le reste parce que j'ai peur d'avoir cette perte de salaire fixe à la fin du mois. Je peux même vous dire que des fois, je suis un peu irritée après des coachs qui promettent monts et merveilles en disant démissionnez de votre métier de prof et qui prennent pas forcément toutes les garanties, à mon avis, pour ça. Parce que sortir de l'enseignement, sortir de l'éducation nationale, c'est pas quelque chose d'anodin. Ça peut prendre parfois 2, 3, 5 ans pour retrouver éventuellement un même salaire derrière pour certaines personnes. Donc, c'est pas quelque chose qu'on fait facilement. Et donc, c'est pas non plus l'Eldorado. C'est-à-dire que parfois, il vaut peut-être mieux
voir si c'est pas plus écologique de retrouver du sens dans ce qu'on est déjà en train de faire, plutôt que de foutre tout à la poubelle. En général, quand on fout tout à la poubelle, c'est parce qu'on n'a pas fait son ikigai avant. Voilà. Euh, donc, le but, c'est pas tellement de devenir un meilleur prof, un prof plus compétent en tant que prof, c'est vraiment de devenir surtout un prof serein et qui est toujours engagé et motivé dans sa mission d'enseignement. Et parce que quand on perd cet engagement, je pense qu'il y a un moment où là, par contre, il faut vraiment faire un travail sur soi, sinon on risque quand même d'impacter des cohortes entières d'enfants. Alors, qu'est-ce que ça va transformer chez vous? Eh bien, vous gérerez mieux les émotions, et je vais vous expliquer un petit peu comment, parce que ça va être ma partie à moi, entre autres aussi, même si l'ikigai, évidemment, sur le fond, va faire que vous allez être mieux au niveau de vos émotions. Moi, je vais vous montrer, enfin, je vais vous expliquer un petit peu qu'il y a aussi des outils pour, au quotidien, reprendre la main sur comment on vit nos journées. Ça va être vraiment gagner en clarté et être capable d'identifier le caillou qu'on a dans la chaussure et du coup de pouvoir y remédier. Parce que tant qu'on n'a pas identifié le caillou dans sa chaussure, on peut remédier à rien du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment, je pense que ça nous tient à cœur, hein, parce que toi, Julie, tu n'es pas dans l'enseignement, mais tu as des gens proches de toi qui sont dans l'enseignement. Et c'est Mon vrai que nous, mari. moi, en fait, je pense, on a vraiment cette fibre d'être au service de ceux qui sont auprès des enfants. Et donc, pour nous, c'est super important d'aider les profs à aller bien, d'aider les profs à aller mieux, pour eux-mêmes d'abord, et aussi pour les enfants qu'ils accompagnent. Puis je pense qu'il y a un moment, on peut pas prendre la pyramide au sommet, on peut pas travailler sur le bien-être de l'enfant si on prend pas la racine et qu'on travaille pas sur le bien-être de l'enseignant. C'est pas possible. Exactement. Alors, moi, combien de fois j'ai vu en plus l'institution qui dit: Ah non, mais il faut être bienveillant avec les enfants, et l'institution qui maltraite les enseignants. Donc là, évidemment, quand on est là-dedans, c'est très compliqué d'être bienveillant avec les enfants quand soi-même, on est malmené par une institution et qu'on n'a pas les outils pour gérer cela de la moins mauvaise façon possible. Alors là, on arrive dans aussi mes petits outils à moi, parce que moi, je propose dans la formation quatre petits modules. Il y en a un qui est plutôt sur tout ce qui est communication non violente et qui va être vraiment sur comment gérer au mieux les interactions dans un environnement où les interactions sont parfois difficiles. Comment est-ce qu'on peut faire pour non seulement ne pas être trop impacté, mais en plus finalement aller vers les objectifs qu'on souhaite voir se mettre en place. C'est-à-dire plutôt que de se faire balader par une interaction au niveau émotionnel et au niveau de ce qui va en ressortir, et ben pouvoir avancer et avancer sereinement et dans le respect de chacun, c'est-à-dire de l'autre et de soi. Il y a, tout à l'heure, tu en parlais justement du système sympathique, parasympathique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le système polyvagal. Ça va être d'expliquer pourquoi on a certaines réactions à certains moments euh, absolument épidermiques et comment essayer de les transformer en autre chose de beaucoup plus gérable. Et la même chose d'ailleurs pour les élèves. C'est-à-dire que dans la plupart des modules que je propose, c'est ce que j'appelle une approche isomorphe, c'est-à-dire qu'il y a vous allez pouvoir vous l'appliquer. Vous allez pouvoir le faire appliquer aux élèves. Et plus vous allez le faire appliquer aux élèves, plus vous allez l'incarner vous-même, et plus ça va se renforcer, plus ce sera confortable, et pour vous, et pour votre classe. Donc, pour chacun des outils. Ensuite, le vision board. Alors, qu'est-ce que c'est que le vision board? C'est un outil de visualisation. Et moi, j'ai construit une sorte de petit process vraiment spécifique pour les enseignants. Sachant que moi, je l'ai utilisé, par exemple, quand j'ai été passer un entretien au sein de l'Éducation nationale avant de démissionner, j'avais créé mon vision board pour voir comment je voulais que se déroule cet entretien d'embauche. Voilà. Donc, c'est vraiment des outils pratico-pratiques. Et les émotions, le module sur les émotions, tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui expliquait, bah oui, mais comment faire quand on a un trop-plein d'émotions et tout ça? Eh ben, en réalité, il y a des outils à utiliser pour soi-même et qu'on peut aussi utiliser en classe qui vont permettre d'avoir des sas de récupération qui vont faire que la journée, au lieu d'être vraiment une sorte de montée en cocotte minute, eh ben, elle va être sereine, elle va être constructive. La période scolaire entre deux vacances, au lieu de la subir, eh ben, on va pouvoir la gérer au mieux. Et ça, c'est quand même beaucoup plus confortable.
Voilà. Donc, c'est les 4 modules très pratico-pratiques qui viennent vraiment en adéquation parfaite avec le travail de fond d'introspection de l'ikigai. Voilà, voilà, voilà. Et donc, tout est structuré, tout est accessible à votre rythme et vous pouvez le refaire autant de fois que vous le souhaitez. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai été claire, ma Juju, dans ma partie? Très bien. Parfait. Alors, il y a des bonus. Julie. Oui, donc le premier, ce que j'ai décidé de faire, parce que quand Muriel, elle a construit son Ikigai, la première chose qu'elle a fait, c'est qu'elle me l'a envoyé. Donc, j'ai eu envie d'offrir cette possibilité aux 3 premiers qui avaient potentiellement acheté cette formation. Vous aurez 1 heure d'analyse offerte avec moi pour voir justement si ce travail que vous avez fait, il est au plus juste. Et puis, ça sera un échange. Je pourrai vous aider à affiner. Vous pourrez me poser des questions. Enfin, voilà. Vous avez 1 heure de coaching Ikigai offert pour les 3 premiers qui achèteront cette formation. Et ensuite, pour toutes les personnes qui, suite à ce live, auront envie de poursuivre l'aventure avec nous, on vous offre un pack de 5 enregistrements audio. Donc là, Oh il y a oui. le coaching autour du bien-être. Donc, c'est de la visualisation positive. Pour être honnête avec vous, que je n'ai pas encore écrit, qui est dans ma tête, sur lesquels je réfléchis depuis le début de semaine, mais qui va être sur le lâcher-prise, prendre de la hauteur, évacuer les tensions, la pression. Enfin voilà. Et il y aura 5 enregistrements que vous pourrez avoir. Et puis, vous avez cet accès. Prioritaire puisque vous êtes les premiers à qui nous proposons aujourd'hui cette formation aussi complète que nous avons fait avec le cœur, vraiment. J'espère que s'il y a une chose qui ressort en fait de cette soirée, c'est qu'en fait, pour nous, c'est super important d'aider ceux qui aident et d'être en soutien de ceux qui sont là pour nos enfants. Ça, c'est vraiment, je crois, c'était dans nos valeurs fortes, hein, Julie. Mm. Euh, c'est pour ça qu'on s'était jeté à l'eau dès qu'on avait eu l'occasion de le faire, que ce soit en présentiel ou là. On s'est dit oui, bien sûr, il faut qu'on y aille parce que ça fait partie de nos missions qui nous tiennent à cœur. Il y a Natacha qui parle, on parle en parallèle dans le chat et Natacha, je t'assure que si, parce que vraiment, moi, tu vois, j'étais éducatrice sportive dans le milieu aquatique. Tu vois, donc j'enseignais le savoir nager et qui avait une vraie mission de vie pour moi parce que c'est la première cause de mortalité chez l'enfant aujourd'hui en France, la noyade chez le moins de 12 ans. Quand je me suis rendu compte que ben, la survie de l'enfant, c'était pas pour ça qu'on gagnait des contrats dans la délégation de services publics en France, et ben j'ai gravi les échelons, j'ai travaillé avec l'éducation nationale, j'ai fait partie de l'académie de Créteil pour travailler sur un gros projet du savoir nager. Je suis devenue directrice de centre aquatique pour former mes éducateurs sportifs pour donner des projets pédagogiques et je me suis noyée, c'est vraiment le terme, là-dedans parce que justement je pouvais pas changer un système. Aujourd'hui, moi, mon métier, il est tourné au cœur de l'enfant. 80% de ma clientèle, Natacha, ils ont entre 3 et 17 ans. Et donc, je travaille dans le domaine de l'enfance. Et je viens nourrir aujourd'hui une des raisons de mon ikigai. Et quand on prend les choses, en fait, je suis toujours restée dans le besoin d'aider ce public-là. Et à travers ce que je fais, aujourd'hui, je le nourris dans tous mes domaines. Donc, si, en fait, le truc, c'est qu'il y a tellement de possibilités que peut-être tu te poses pas les questions de savoir vers où tu peux aller parce que finalement, l'éventail, tu sais même pas qu'il existe. Moi, quand j'ai monté mon projet professionnel, on m'a dit, tu n'y arriveras jamais. Parce que aujourd'hui, il y a 30% des sophrologues qui vivent de leur activité. Mais si j'y croyais pas, bah, je ferais pas partie de ces 30% aujourd'hui. Donc, vraiment, tout est possible à partir du moment où on croit en soi. Et c'est pour ça que dans le chat, je t'ai mis qu'il fallait avoir un projet. Faut savoir où on va et ce truc d'alignement, en fait. Si tu es à ta juste place, eh ben, ça marche. Si tu dis oui à ce qui est bien pour toi, ça marche. Et la formation, tu l'as fait en parallèle de ton boulot à l'époque.
Non, je ne l'ai pas fait en parallèle de mon boulot. Je t'ai dit qu'il fallait un projet. Bah moi, j'ai construit mon projet. Je me suis autofinancée sur beaucoup de choses. J'ai décidé en fait à un moment de poser mes peurs et d'investir sur moi. Et ça a marché. Dès la première année, j'étais rentable. Donc j'ai envie de te dire que j'ai fait un coup de poker sur moi-même parce que c'était de la survie, parce que je pouvais pas retourner là où j'étais. C'était pas possible pour moi. Mais tout est possible en fait. Mais il faut poser les choses et savoir vers quoi on va en fait. Je pense que c'est vraiment ça l'important. Et Voilà. il faut pas non plus se mettre de frein parce que moi j'ai vu pas mal de gens dans la reconversion se dire non mais ça je peux pas le faire, non mais ça je suis pas compétente ou non mais ça voilà. Et en fait se mettre des freins, se mettre des limites comme ça, je suis d'accord qu'il faut être réaliste. Mais si on veut quelque chose, en fait, on peut aujourd'hui se former pour obtenir les compétences dont on a besoin pour avancer. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est difficile de dire non, mais ça, je peux pas. Ouais. Là, ça veut dire qu'il faut travailler sur soi, sur pourquoi est-ce qu'on se met autant de freins. Tout à l'heure, tu parlais du poids de l'enfance, où petit à petit, enfin de l'éducation, où petit à petit l'enfant se déconnecte de lui-même. Il y a des philosophes et tout ça qui travaillent beaucoup là-dessus. Il y a Don Miguel Ruiz qui a écrit Les accords Toltec et qui parle de phase de domestication. Tu as l'analyse transactionnelle où il parle des injonctions et des drivers qui vont impacter l'être en construction et qui vont malheureusement continuer de nous poser des freins et des limites et des contraintes qui vont nous restreindre. Et en fait, plus on travaille sur soi et plus on connaît ces outils-là et plus on est capable de les mettre à notre service, ben en fait, plus il y a de verrous quand même qui sautent, quoi. Mm. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Muriel et Julie, pour ce partage d'abord riche, inspirant et surtout encourageant, j'ai trouvé. Aussi, merci à vous tous et toutes d'être venus avec nous ce soir. Vous pouvez trouver la formation donc asynchrone, ce qui vous permet de la faire à votre temps, donc à votre rythme. Vous pouvez la trouver sur la plateforme. Mais ce que je vais faire aussi, c'est que je vais préparer l'enregistrement et dans quelques jours, je vais vous l'envoyer. Plus, je vais vous envoyer le lien pour la formation. Comme ça, vous pouvez vous inscrire. Il y a Natacha qui demande d'ailleurs le tarif de la formation. C'est vrai que, alors moi, je ne parle jamais d'argent. C'est terrible. Je ne sais pas parler d'argent. Voilà, je dois encore apprendre à parler d'argent. Ah, c'est juste qu'il y a ce côté-là à prendre en compte. Bien sûr. On est obligé. Oui, oui. Alors, Dunia, je te laisse. Tout à fait. Donc, le tarif, donc parce que la formation a bien deux parties, il est à 350 euros. Et est-ce que vous pouvez juste expliquer combien de temps ça prend pour faire ces deux parties? Comme ça, elles ont un peu une idée de combien de temps elles vont travailler sur la formation. Muriel et Alors moi j'ai 4 modules. Alors le temps, est-ce que c'est juste le temps de regarder la vidéo? Non, en fait. non, non, bien Moi sûr je que dirais qu'il non. y a 4 heures déjà pratiquement de mon côté, puisqu'en fait pour s'approprier vraiment un module, c'est déjà presque 4 heures. Et Julie, c'est un Non, moi bon. j'ai mis aussi à peu près 4 heures. Après, c'est vrai que l'ikigai, enfin, faut laisser le temps de digérer le truc, faut laisser le temps de mûrir. Et en vrai, pour vous dire, hein, juste ma partie en accompagnement personnel, la séance d'1 heure et demie, je suis à 90 euros de l'heure. Donc vous faites le calcul par rapport à la formation aujourd'hui qui vous est proposée. Et après, il y a Natacha qui demande si c'est en une seule fois ça. Dounia, je te laisse répondre. C'est plus ton domaine. Je pense qu'il y a possibilité de faire en plusieurs paiements. Oui, ben, je pense qu'on peut s'arranger. Si ça c'est quelque chose que vous aimeriez, vous me contactez et puis on va s'arranger avec ça. En plus, je crois un autre avantage que vous avez dit au début de la séance,
c'est que vous pouvez faire la formation une fois, prendre le temps d'abord de la faire, mais si vous voulez revenir, vous pouvez bien entendu revenir à la formation. Et c'est là, je pense, la richesse de cette formation que, comme vous avez dit au début, chaque fois qu'on refait, on trouve d'autres petites pépites qui nous aident et qui nous aident à progresser et à grandir. Et toi, J'adore cette image du développement personnel. Enfin, j'aime pas le mot développement personnel, mais où cette connaissance de soi, en fait, c'est comme un oignon qu'on épluche et on vient enlever couche par couche. Et donc, en fait, forcément, au moment où je le fais à l'instant T, eh ben, je suis à une étape de ma vie, je fais une transformation. Et quand je vais la refaire un an après ou même 6 mois après, ben, je vais pas être au même endroit. Donc, je vais aller découvrir des choses auxquelles je n'avais pas accès parce que je ne pouvais pas. Et ça, c'est chouette aussi. oui, et en plus, vous avez les bonus qui vous sont offerts. Donc Hmm. ça aussi, ça rajoute beaucoup de valeur De plus-value. à cette formation. Et oui, ben moi, je trouve que c'est toujours très important de faire quelque chose pour soi. C'est peut-être un petit prix au début, mais ça devient exponentiel dans notre vie et dans la manière qu'on enseigne, pas seulement dans notre vie professionnelle, mais aussi dans notre vie personnelle.